Je m'appelle Ambre et à 29 ans, je suis ce que la plupart des gens appelleraient une réussite. J'ai un super boulot dans une agence de marketing, un bel appartement en ville et assez d'argent pour vivre confortablement. Ce que je n'ai plus, c'est un mari. Et honnêtement, je suis mieux sans lui. J'ai divorcé de Marc il y a un peu plus d'1 an, après 3 ans de ce que je ne peux que décrire comme un enfer. Nous nous sommes rencontrés à une fête chez des amis quand j'avais 25 ans. Il était charmant, drôle, et semblait avoir sa vie en main. 6 mois plus tard, nous étions mariés, et c'est là que tout a changé. Presque immédiatement après notre mariage, Marc a commencé à fréquenter un nouveau groupe d'amis. Ces types étaient de mauvaise fréquentation, toujours à boire, jamais à travailler. Assez vite, Marc rentrait ivre la plupart des soirs. Quand je le confrontais à ce sujet, il se mettait en colère. Pas juste agacé, mais terriblement en colère. Il y avait des menaces, des choses que je n'aurais jamais pensé entendre de quelqu'un qui prétendait m'aimer. Pendant trop longtemps, j'ai supporté ça. J'ai trouvé des excuses. J'ai essayé de l'aider. Puis est venue cette nuit fatidique où il est rentré en titubant à 2 heures du matin, sentant l'alcool à plein nez. Je me suis fait virer, a-t-il bredouillé en s'effondrant sur notre canapé. Quelque chose en moi a craqué. Ça suffit, Marc. Je demande le divorce. Je n'en peux plus. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qui me donne encore des cauchemars. Il s'est jeté sur moi, le visage déformé par la rage. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je me suis retrouvée avec des bleus sur tout le corps et une entorse au poignet. Quand il a finalement perdu connaissance, j'ai couru chez mon amie Karine, qui habitait dans le même immeuble. De là, j'ai appelé la police et je suis allée à l'hôpital pour faire constater mes blessures. Le divorce a été rapide. Marc a déménagé, a été condamné à suivre des cours de gestion de la colère, et j'ai essayé de reconstruire ma vie. Mes parents et ma jeune sœur Léa ont été là pour moi pendant tout ce temps, du moins c'est ce que je croyais. Le mois dernier, lors d'un dîner de famille chez mes parents, ils ont évoqué l'idée de vacances en famille en Bretagne, juste nous 4. Moi, ma sœur Léa, 26 ans, et mes parents, Robert et Sylvie. Nous pensions que juin serait parfait. Maman a dit, les yeux pétillants d'excitation, « Tu imagines 2 semaines de soleil, de sable et d'océan ?» Papa s'est éclairci la gorge. « Nous espérions que tu pourrais t'occuper des billets d'avion et des chambres d'hôtel, Ambre. Tu sais que notre situation n'est pas au mieux en ce moment. » Ce n'était pas une demande inhabituelle. Mes parents ont des difficultés financières. La petite quincaillerie de papa a du mal à rester à flot. Et le travail à temps partiel de maman à la bibliothèque ne rapporte pas grand-chose. Léa travaille comme réceptionniste et se plaint toujours d'être fauchée. Pendant ce temps, je gagne bien ma vie en tant que directrice marketing. Bien sûr, je peux faire ça, ai-je dit sans hésitation. J'avais l'habitude de les aider financièrement. Le mois dernier, j'avais payé les réparations de la voiture de papa et les soins dentaires de Léa. Maman a claqué des mains. Oh, j'ai tellement hâte de me baigner dans l'océan. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de vraies vacances. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai tout mis en ordre. J'ai organisé mes congés au travail, réservé 4 billets d'avion pour Brest, réservé des chambres d'hôtel, une thune, double pour mes parents et des simples pour Léa et moi. J'ai même acheté un nouveau maillot de bain et commencé à chercher des restaurants et des attractions dans la région. 1 semaine avant notre date de départ, j'ai reçu un SMS de « Maman, il faut qu'on parle. Viens dîner ce soir, c'est important. » Son message m'a inquiétée. Était-il arrivé quelque chose? Quelqu'un était-il malade? J'ai répondu que je serais là après le travail, et j'ai passé le reste de la journée distraite, me demandant ce qui pouvait être si urgent. Quand je suis arrivée chez mes parents, dans leur modeste maison de banlieue ce soir-là, j'ai été surprise de trouver non seulement maman et papa qui m'attendaient, mais aussi Léa. Elle était pratiquement en train de sautiller d'excitation, un immense sourire plaqué sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en les regardant tour à tour. « Tout va bien ?» Ils ont échangé des regards. « Parlons-en pendant le dîner », a dit papa, en me conduisant vers la salle à manger. Maman avait préparé mes lasagnes préférées, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Dans notre famille,
Les plats préférés précédaient généralement les conversations difficiles. Alors j'ai dit, une fois que nous étions tous assis, « Quelle est cette affaire urgente dont nous devons discuter ?» Papa a pris une profonde inspiration. « Eh bien, ma chérie, il y a eu un léger changement de plan pour notre voyage en Bretagne. Nous ajoutons une personne de plus. » Maman a continué, évitant de croiser mon regard. Léa n'a pas pu se contenir. Plus longtemps. « Je suis fiancée », a-t-elle lâché en levant la main gauche pour montrer une modeste bague en diamant. « Et mon fiancé vient avec nous en Bretagne. » « Oh », ai-je dit, sincèrement surprise mais heureuse pour elle. « Félicitations, Léa. Je ne savais même pas que tu voyais quelqu'un de sérieux. Qui est l'heureux élu ?» La pièce est devenue silencieuse. Mes parents se sont regardés nerveusement. Le sourire de Léa est devenu suffisant. « Tu le connais ? Plutôt bien, en fait, » a-t-elle dit, la voix dégoulinant de satisfaction. « C'est Marc. » Ma fourchette s'est écrasée sur mon assiette. « Marc ? Mon ex-mari, Marc ?» Léa a hoché la tête, son sourire ne faiblissant jamais. « Nous sortons ensemble, depuis 3 mois. Il a changé. Ambre, il n'est plus la personne avec qui tu étais mariée. » La pièce a commencé à tourner. Mon ex-mari, l'homme qui m'avait battue, l'homme dont j'avais encore des cauchemars, était maintenant fiancé à ma petite sœur. Et ma famille agissait comme si c'était normal. Comme si c'était quelque chose à célébrer. « Vous ne pouvez pas être sérieux », ai-je dit en regardant frénétiquement mes parents. « Vous savez ce qu'il m'a fait, maman. Tu étais au tribunal pendant notre divorce. »« Ambre, » a dit maman avec un soupir, « tu exagères toujours. » « Tout. Ce qui s'est passé entre toi et Marc n'était qu'une dispute conjugale typique qui a mal tourné. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Une dispute ? Maman, tu m'as vue à l'hôpital. Tu as vu les bleus sur tout mon corps. Comment peux-tu dire ça ?» Papa s'est agité inconfortablement sur sa chaise, mais n'a rien dit. Léa a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. « Marc m'a tout raconté, » a-t-elle dit en se penchant, en avant. « Il a dit que c'était toi la personne violente, que tu le frappais régulièrement et qu'il ne faisait que se défendre. Cette nuit-là, il n'avait pas l'intention de te faire du mal. Un rire m'a échappé, un son dur et amer. Vous plaisantez ? Je mesure 1,62 m et je pèse 50 kilos. Marc mesure 1,88 m et est bâti comme un rugbyman de 90 kilos. Comment aurais-je pu le maîtriser ? » Léa a haussé les épaules. « Je crois mon fiancé. »« Ton fiancé ?» ai-je répété, les mots ayant un goût de poison. « L'homme qui m'a menacé, l'homme qui m'a envoyé à l'hôpital. »« Le passé, c'est le passé, » a finalement dit papa. Marc suit ses cours de gestion de la colère. Il est sobre maintenant. Les gens changent, Ambre. J'ai repoussé mon assiette, l'appétit complètement disparu. Je ne pars pas en vacances avec lui, c'est définitif. Mes parents ont échangé un autre regard, et mon estomac s'est noué. « Eh bien, » a dit maman lentement, « nous pensions que tu pourrais ressentir ça, et nous respectons ta décision. »« Mais nous, on y va quand même » a ajouté papa. « On donnera ton billet à Marc. » Léa a hoché la tête avec enthousiasme. « Et tu devras modifier les réservations d'hôtel. Au lieu de 2 chambres simples, réserve juste une chambre double pour Marc et moi. » Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. La trahison était si complète, si inattendue, qu'elle m'a coupé le souffle. Ces gens, ma famille, choisissaient mon agresseur plutôt que moi. Ils me demandaient de payer ses vacances. « Laissez-moi bien comprendre, » ai-je dit, la voix étrangement calme. « Vous voulez que j'annule mes propres vacances, pour lesquelles j'ai déjà organisé mes congés au travail, et que je paye à la place pour que mon ex-mari violent parte à ma place ?» Je me suis levée de table. Mes mains tremblaient, mais j'étais déterminée à ne pas craquer devant eux. « Vous savez quoi ? Je dois y aller. » J'ai attrapé mon sac à main et ma veste en me dirigeant vers la porte. Personne n'a essayé de m'arrêter, personne n'a crié. Ils m'ont juste laissé partir. Le trajet en voiture jusqu'à chez moi a été flou. Je m'attendais à ce que les larmes viennent, mais à la place, j'ai senti une colère froide et dure monter en moi. Au moment où j'ai atteint mon appartement,
je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis versé un grand verre de vin et je me suis assise devant mon ordinateur. D'abord, j'ai annulé les 4 billets d'avion pour Brest. Ensuite, j'ai annulé mes réservations d'hôtel. J'ai fait des captures d'écran de chaque confirmation d'annulation et je les ai jointes à des SMS à maman et à Léa. Vacances annulées. Toutes les réservations étaient à mon nom, donc elles sont maintenant nulles. Passez un bon mois de juin. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir me raviser. Oui, je perdrais la compte, mais ça valait la peine de savoir qu'il ne profiterait pas de vacances à mes frais tout en m'excluant. Il a fallu exactement 15 minutes pour que mon téléphone commence à exploser. D'abord, maman a appelé, puis Léa, puis papa. Je les ai tous ignorés, mettant mon téléphone en silencieux et savourant mon vin. Quand j'ai finalement vérifié, mes messages 1 heure plus tard, ce que j'ai vu n'a fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. De maman. Comment as-tu pu faire ça à ta famille ? Tu es une fille terrible, égoïste et rancunière. Nous sommes mieux sans toi dans nos vies. De Léa. Espèce de jalouse. Tu as perdu le meilleur homme du monde et maintenant tu ne supportes pas de me voir heureuse avec lui. Tu es morte pour moi. J'ai ricané en lisant le message de Léa. Marc. Le meilleur homme du monde ? Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Curieusement, je me suis sentie soulagée en bloquant leur numéro. Pendant des années, j'avais été leur soutien émotionnel et financier. J'avais payé les urgences, écouté leurs plaintes, résolu leurs problèmes. Et pourquoi ? Pour qu'ils se retournent contre moi au moment où cela les arrangeait. 1 semaine s'est écoulée. J'ai gardé mes congés approuvés au travail, mais je n'avais pas décidé quoi en faire. Puis, en faisant défiler les réseaux sociaux sans réfléchir un soir, j'ai vu une publication de Léa. Ils étaient là. Léa, maman, papa et Marc, debout devant la maison de mes parents, les bagages à leurs pieds. La légende de Léa disait « En route pour de vraies vacances en famille, juste les personnes importantes, pas de poids mort. » Plusieurs proches avaient commenté, demandant où j'étais et pourquoi Marc était là. Je n'ai répondu à aucun des messages confus que j'ai reçus de la famille élargie et des amis. Que pouvais-je dire ? Que ma famille avait choisi mon agresseur plutôt que moi ? Qu'ils avaient effacé la violence que j'avais subie ? C'était trop humiliant. Au lieu de cela, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rester assise à la maison pendant qu'ils s'amusaient, même si c'était dans une destination moins chère. J'ai réservé une offre de dernière minute pour Cancun, au Mexique. 2 semaines de soleil, de sable et de solitude. À l'approche de ma date de départ, j'ai ressenti un mélange d'émotions. De la colère face à la trahison de ma famille, de la tristesse face à ce que j'avais perdu, mais aussi, étrangement, un sentiment de liberté, plus d'obligations familiales, plus besoin d'être la personne responsable. Pendant 2 semaines, je ne répondrai à personne d'autre qu'à moi-même. Le matin de mon vol, j'ai désactivé mes comptes de réseaux sociaux et j'ai mis une réponse automatique d'absence du bureau sur mon email. Je n'allais pas passer mes vacances à vérifier les mises à jour ou les messages. C'était mon moment. Au moment où l'avion a décollé, je me suis appuyée contre mon siège et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti la tension quitter mon corps. Quel que soit le drame qui se déroulait avec ma famille et Marc, ce n'était plus mon problème. Le Mexique était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai passé mes journées à me prélasser sur des plages immaculées, à nager dans des eaux cristallines et à explorer des ruines mayas. Le soir, je dînais seule dans des restaurants en bord de mer, savourant des fruits de mer frais et des margaritas. Pendant 2 semaines, je n'ai pas vérifié mon email ou mes réseaux sociaux. J'ai à peine utilisé mon téléphone, sauf pour prendre des photos de coucher de soleil et de cénotes. Le complexe dans lequel je suis restée était réservé aux adultes, ce qui signifiait pas d'enfants qui criaient et beaucoup de paix. J'ai fait des connaissances occasionnelles, un couple du Canada, une voyageuse solo d'Australie, mais je suis surtout restée seule. J'ai lu 4 romans, j'ai pris un bronzage doré et, pour la première fois depuis des lustres, j'ai dormi sans cauchemar. Ce n'est qu'à mon vol de retour que j'ai rallumé mon téléphone. Au moment où il s'est connecté au réseau, il a explosé de notifications.
des dizaines d'appels manqués du téléphone fixe de mes parents, de numéros que je ne reconnaissais pas et même de quelques amis inquiets. Des SMS ont rempli mon écran. Le plus récent était de ma mère, envoyé hier. Appelle-moi dès que tu reçois ça. Urgence. J'ai failli l'ignorer. Après tout, leur idée d'une urgence était probablement que Léa s'était cassé un ongle ou qu'ils avaient besoin d'argent pour quelque chose. Mais une sensation lancinante dans mon ventre m'a fait composer le numéro de maman une fois que je me suis installée dans mon appartement, que j'ai déballé mes affaires et que j'ai pris une douche. Elle a répondu à la première sonnerie. « Ambre, c'est toi ?»« Oui, maman, quelle est l'urgence ?» J'ai gardé ma voix froide et détachée. « Oh, Dieu merci. Nous essayons de te joindre depuis des jours. » Elle avait l'air sincèrement bouleversée. « C'est à propos des vacances et de Marc. Je ne suis pas intéressée à entendre parler de votre merveilleux moment en famille avec mon ex violent. » ai-je dit en tendant la main pour mettre fin à l'appel. « Non, attends. » La voix de maman s'est élevée. « C'était un désastre, Ambre. Tu avais raison à son sujet. Ça m'a arrêtée. Que s'est-il passé ?» L'histoire a déferlé. Ils étaient allés dans un complexe balnéaire bon marché en Caroline du Sud. Le premier jour s'était bien passé. Enregistrement, profiter de la piscine, dîner. Mais le deuxième soir, Léa était retournée à la chambre plus tôt avec un mal de tête pendant que mes parents et Marc allaient au bar de l'hôtel. « Il a dit qu'il allait aux toilettes », a expliqué maman. « Mais il a disparu pendant plus d'1 heure. Ton père est allé le chercher et n'a pas pu le trouver. Finalement, papa était retourné à la chambre pour voir comment allait Léa, seulement pour la trouver en train de pleurer hystériquement. Elle était tombée sur Marc au lit avec une employée de l'hôtel, une jeune femme qui les avait enregistrés plus tôt. Il y a eu une scène énorme, a continué maman. Marc a commencé à crier sur Léa, à l'insulter. Quand ton père a essayé d'intervenir, Marc l'a bousculé. Il nous a tous menacés, a dit qu'on regretterait de l'avoir contrarié. Puis il est juste parti, a fait ses valises et a disparu avec cette femme. Je n'étais pas surprise, mais j'étais surprise qu'ils aient l'air surpris. Eh bien, vous avez eu ce que vous avez signé. Marc a toujours été Marc. Ce n'est pas tout, a dit maman, sa voix baissant. Le lendemain matin, ton père et moi avons découvert des débits sur nos cartes de crédit, des milliers d'euros. Mais comment ? Nous gardons nos codes secrets écrits dans nos portefeuilles, a admis maman timidement. Marc a dû les voir. Il a fait de gros retraits d'argent de nos 2 cartes avant de partir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Ce n'était pas drôle, pas vraiment. Mais l'ironie était trop forte. Alors, vous êtes en train de me dire que mon ex-mari violent, que vous avez tous défendu et choisi plutôt que moi, non seulement a trompé Léa, mais vous a aussi volé ? Nous avions tort, Ambre, a dit maman doucement. Nous allons porter plainte contre lui pour le vol. Mais elle a hésité. Nous avons besoin d'aide. Nous n'avons pas d'argent pour le voyage de retour. Et les sociétés de cartes de crédit ne nous rembourseront pas tant que l'enquête ne sera pas terminée. Et voilà, la vraie raison de l'appel. Pas pour s'excuser, pas pour se faire pardonner, mais pour demander de l'argent. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, me sentant étonnamment calme. Vous m'avez renié, vous m'avez insulté, vous avez choisi mon agresseur plutôt que moi, et maintenant vous voulez que je vous sorte de ce pétrin ? Nous sommes une famille, Ambre, a dit maman comme si cela expliquait tout. Non, ai-je répondu. Vous avez été très clair sur le fait que nous ne sommes pas une famille. Vous m'avez dit que j'étais morte pour vous. Je ne vous donnerai pas un centime. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué leur numéro. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels de tantes, d'oncles et d'amis de la famille, tous me disant à quel point mes parents et ma sœur étaient en difficulté, à quel point ils avaient besoin de mon aide, à quel point la famille devait rester unie. J'ai bloqué chaque numéro au fur et à mesure des appels. Puis ils ont commencé à se présenter. D'abord à mon appartement, où le concierge a refusé de les laisser monter sur mes instructions. Ensuite à mon bureau, où la sécurité les a escortés dehors. C'était épuisant et embarrassant, mais j'ai tenu bon. « Mademoiselle Mitchell, a dit mon agent de sécurité après avoir expulsé mon père des lieux pour la 2e fois, voulez-vous que nous ajoutions les membres de votre famille à la liste permanente des personnes interdites d'accès ? J'ai hoché la tête,
ressentant un étrange mélange de tristesse et de résolution. Oui, s'il vous plaît, et merci d'avoir géré cela avec autant de discrétion. J'ai fait de même à mon immeuble, demandant au concierge de ne jamais autoriser mes parents ou ma sœur à entrer. C'était extrême, mais nécessaire. Ils avaient à montrer qu'ils n'avaient aucune limite, aucun respect pour mes sentiments ou mes expériences. Au fil des semaines, j'ai entendu dire par des connaissances ce qui se passait avec eux. Maman et papa avaient emprunté de l'argent à des proches pour rembourser leur carte de crédit. Ils avaient déposé une plainte à la police contre Marc, mais avec peu d'espoir de récupérer leur argent. Léa voyait un thérapeute, apparemment dévastée à la fois par la trahison de Marc et par mon abandon de la famille. Je n'ai rien ressenti. Peut-être que cela me rend froide, mais après tout ce que j'avais vécu, les abus de Marc, le gaslighting, de ma famille, la trahison de ma confiance, j'étais vide de sympathie pour eux. Un soir, alors que je dînais avec mon amie Karine, la même amie qui m'avait hébergée la nuit où j'avais fui Marc, elle a posé la question que tout le monde semblait éviter. « Penses-tu que tu vas un jour te réconcilier avec eux ? Après tout, c'est ta famille. » J'y ai réfléchi en prenant une gorgée de mon vin. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. « Ils n'ont pas juste fait une erreur, Karine. Ils ont vu mes bleus, ils ont entendu mes histoires, ils savaient ce que Marc m'avait fait et ils l'ont quand même choisi. » En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pendant si longtemps, j'avais porté le poids des besoins de ma famille, de leurs attentes, de leurs problèmes. Maintenant, ce poids avait disparu. Je n'étais responsable que de moi-même, redevable qu'à moi-même. 3 mois se sont écoulés depuis cet appel téléphonique avec ma mère. L'automne est arrivé, apportant des températures plus fraîches et des feuilles changeantes. Ma vie s'est installée dans un rythme confortable. Travail, exercice, dîner avec des amis, sorties le week-end. J'ai même recommencé à sortir avec des hommes. Rien de sérieux, juste un café ou un dîner avec des hommes intéressants qui me font rire. La semaine dernière, j'ai été promue directrice marketing senior, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation substantielle et de mon propre bureau. J'ai fêté ça en m'achetant une paire de chaussures ridiculement chères que je convoitais depuis des mois. Avant, cet argent aurait probablement servi à aider mes parents à remplacer leur vieux chauffe-eau ou à sortir Léa de ses dettes de carte de crédit. J'entends encore parler de ma famille de temps en temps. Ma cousine Julie appelle toutes les quelques semaines, en faisant attention de ne pas insister sur la réconciliation, mais en me tenant au courant. Papa a eu un petit problème de santé, de l'hypertension artérielle, rien de grave, mais cela a nécessité des médicaments. Maman a augmenté ses heures à la bibliothèque. Léa est retournée vivre avec eux après avoir rompu son bail. Apparemment, elle ne pouvait pas se permettre le loyer toute seule. Plus important encore, l'enquête policière sur le vol de Marc n'a mené nulle part. Il a complètement disparu, probablement avec sa liaison à l'hôtel, et n'a plus utilisé de carte ou de compte traçable depuis. La banque de mes parents a refusé de couvrir les retraits frauduleux, puisque mes parents avaient écrit leur code secret, une violation claire de la politique de sécurité de la banque. « Ta maman a encore demandé de tes nouvelles ?» a dit Julie lors de notre dernier appel. Elle voulait savoir si tu avais changé de numéro. « Non, » ai-je répondu. « Je ne réponds juste pas à leurs appels. » Julie a hésité. Léa traverse une période difficile. On lui a diagnostiqué une dépression. J'ai ressenti une brève pointe de sympathie, rapidement étouffée par le souvenir de son visage suffisant lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles, avec Marc. « Je suis désolée d'entendre ça, » ai-je dit, et je le pensais. Je ne souhaitais pas de souffrance à ma sœur malgré tout, mais je ne suis pas prête à être là pour elle. « Je comprends, » a soupiré Julie. « Ils ont vraiment gaffé. » Oui, ils ont gaffé. Après cet appel, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville clignoter au crépuscule. Une partie de moi se demandait si j'étais trop dure, trop impitoyable. La famille n'était-elle pas censée être une question de seconde chance ? Mais ensuite, je me suis souvenue du visage de ma mère lorsqu'elle a minimisé mes bleus en les qualifiant d'exagération. Je me suis souvenue du silence de mon père alors qu'il la laissait faire. Je me suis souvenue des SMS vicieux et des publications sur les réseaux sociaux de Léa. Non, ai-je décidé. Je n'étais pas trop dure. Je m'accordais enfin assez de valeur pour fixer des limites.
Ma thérapeute, oui, j'ai commencé à en voir une après tout ce drame, dit que c'est sain. Tu ne les coupes pas par vengeance, m'a-t-elle dit lors de notre dernière séance. Tu te protèges des gens qui ont montré qu'on ne peut pas leur faire confiance avec ton bien-être. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais partie en vacances en Bretagne comme prévu. Marc aurait-il quand même montré son vrai visage ? Ma famille l'aurait-elle enfin vu pour ce qu'il était ? Ou aurait-il continué à trouver des excuses pour lui ? Aurais-je passé 2 semaines à faire semblant que tout allait bien tout en mourant à l'intérieur ? Je ne le saurais jamais. Et honnêtement, je suis contente. Annuler ces réservations était la meilleure décision que j'aurais pu prendre, même si ce n'était pas pour les bonnes raisons à l'époque. Hier, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre en papier, manuscrite, avec un cachet de la poste locale. Elle venait de ma mère. J'ai reconnu son écriture soignée, digne d'une enseignante, sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter, sans l'ouvrir, mais la curiosité a pris le dessus et je me suis retrouvée assise à mon comptoir de cuisine, coupant soigneusement l'enveloppe avec un couteau. « Chère Ambre », commençait-elle, « je ne sais pas si tu liras ceci, mais je devais essayer une fois de plus. » La lettre était longue, 4 pages de l'écriture de ma mère, recto verso. Elle a écrit à quel point ils avaient eu tort, à quel point elle avait été aveugle. Elle a détaillé les façons dont Marc avait manipulé Léa, l'isolant progressivement de ses amis, remplissant sa tête de mensonges sur moi et sur leur relation. Elle a décrit comment, après qu'il les ait laissés en plan à cet hôtel, ils avaient trouvé un petit sac de pilules dans la chambre, des drogues qu'ils ne savaient pas qu'ils prenaient. « Nous aurions dû te croire », a-t-elle écrit. « Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Nous t'avons trahi de la pire des manières et nous vivons avec cette connaissance chaque jour. » Elle n'a pas demandé d'argent, elle n'a pas demandé pardon. Elle a juste demandé si un jour je serais prête à parler. Elle a inclus son nouveau numéro de téléphone portable au bas de la dernière page. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans son enveloppe. Puis je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, pas prête à répondre, pas prête à décider. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai préparé du café, vérifiant mon calendrier pour les réunions de la journée. J'avais un déjeuner prévu avec Karine, une présentation client dans l'après-midi et un dîner avec Alex, un homme que je voyais occasionnellement depuis quelques semaines. En sirotant mon café sur le balcon, regardant le lever du soleil peindre le ciel en rose et en orange, je me suis sentie satisfaite. Pas heureuse exactement. Il y avait encore une tristesse en moi pour ce que j'avais perdu, ou plutôt pour ce que je n'avais jamais vraiment eu. Une famille qui me choisirait, des parents qui me protégeraient, une sœur qui me croirait. Mais je m'étais construit une belle vie. J'avais des amis qui me soutenaient, une carrière que j'aimais, une maison où je me sentais en sécurité. Je m'étais libérée de l'obligation de constamment secourir des gens qui ne feraient pas de même pour moi. Vais-je un jour appeler le numéro que ma mère a laissé dans cette lettre ? Je ne sais pas. Pas aujourd'hui, probablement pas demain. Peut-être pas avant des mois, voire des années. Je ne suis plus en colère. Pas d'une colère brûlante en tout cas. C'est un progrès, je suppose. Mais je ne suis pas prête à les laisser revenir dans ma vie. La confiance, une fois brisée si complètement, n'est pas facilement réparée. Et je ne suis pas sûre de vouloir faire l'effort de la réparer. Pour l'instant, je me concentre sur moi-même, sur la guérison, sur la construction de relations avec des personnes qui m'accordent de la valeur, qui me croient, qui respectent mes limites. Peut-être qu'un jour je serai prête à avoir une conversation avec ma mère, à entendre les excuses de Léa, à regarder mon père dans les yeux à nouveau. Mais ce sera à mes conditions, quand je serai prête, et avec la claire compréhension que je ne suis plus la réparatrice de la famille, plus la banque, plus celle qui sacrifie son propre bien-être pour que tout le monde soit à l'aise. Fin de l'histoire.